Bonjour et bienvenue à la croisée des mondes dans ce nouveau podcast intitulé De nos vies antérieures à nos vies intérieures. Peut-on voyager intérieurement à la rencontre du matériau, entre guillemets matériau, de nos réincarnations ? Quel est le rôle des remontées de vie antérieures et vécues venues d'ailleurs dans nos émotions et nos comportements actuels ? Comment fonctionne le cycle des renaissances dans la perspective du continuum de conscience vu depuis le bouddhisme ? Inexploré vous invite à un voyage en 3 escales qui questionne notre incarnation à la lumière de nos possibles réincarnations, pour mieux comprendre ce qui est à même de ressurgir de nos vies antérieures dans le tissage du quotidien, venant modeler notre paysage émotionnel, nos schémas et nos conditionnements. Afin de profiter de l'intégralité de ce podcast, soit près d'1h30 d'écoute, n'hésitez pas à vous abonner à Inexploré Digital. Grâce à notre application, vous pourrez télécharger tous nos podcasts et les écouter quand vous voulez, et vous bénéficierez aussi de toutes nos ressources, articles, dossiers et magazines numériques. Plus qu'un média, Inexploré est votre boussole pour vivre en harmonie, votre label de confiance entre science et spiritualité, entre visible et invisible, au cœur des mystères du monde. Pour découvrir la thématique du jour, voici dès maintenant 3 extraits de nos intervenants. L'écrivain Bernard Werber nous invite à méditer sur nos incarnations, en écho à son spectacle interactif Voyage intérieur, avec lequel il sera en tournée cet automne. Il nous partagera comment ses vies antérieures lui ouvrent d'incroyables perspectives sur ses romans et comportements. Quelque chose qui m'a aussi marqué dans les témoignages des personnes qui viennent voir votre spectacle, puisqu'il a déjà eu lieu à certains endroits, c'est que très souvent, c'est extrêmement détaillé. Il y a beaucoup de sensorialité, il est question de couleurs, de textures, d'impressions, etc. Vous, dans ce premier voyage d'hypnose régressif, quels étaient les détails et qu'est-ce qui vous pouvait non pas attester, parce que comme on ne peut pas avoir de preuves, mais en tout cas témoigner de l'authenticité de ce témoignage, enfin de cette vécu plutôt. Tout d'abord, comme vous dites, on ne pourra jamais avoir de preuves, donc c'est que du ressenti. C'est les mêmes ressentis qu'un rêve. Donc pour ceux qui ne veulent pas y croire, c'était peut-être juste un rêve. Maintenant, il y a une chose qui me permet souvent de savoir que c'est vrai, c'est que la personne ne peut pas tout dire. Bon, moi, par exemple, quand j'ai fait mon retour dans une vie antérieure, j'avais pas le nom. C'est-à-dire, durant toute la régression, j'ai dit, mais au fait, comment je m'appelais? Et je n'ai jamais trouvé. Parce que quand je pensais à moi, je pense moi. C'est-à-dire, quand je pense toute la journée, jamais je me dis Bernard. Le mot Bernard n'apparaît pas une fois dans mon esprit quand je dis je ou je dis moi. Et là, lui, c'était pareil, je me dis, comment il s'appelle? Et là, j'avais pas l'info. Après, il s'est mis en couple avec une personne. Là, j'avais le nom des autres personnes quand il pense à eux. Le premier ressenti, le truc le plus exotique quand j'ai... Bon, en fait, je vous en parle, je sais pas si j'ai le temps de développer. Bien sûr. Donc, il s'appelait Philippe Leroux, c'était un hypnotiseur régressif, qui était un musicien aussi. Et je lui ai demandé, je veux revenir dans ma vie antérieure où j'ai connu la plus grande histoire d'amour. Parce que j'ai pas l'air, je suis un peu romantique comme ça. Et là, je me suis retrouvé à être un homme avec une petite jupe sur une plage qui ressemble aux plages idéales des cartes postales. Et j'avais des galets, je faisais rebondir les galets dans l'eau. Et il me posait des questions. Donc, il y avait une guidance de la voix comme ce que je fais en spectacle. Et il me disait de décrire la personne comme si j'étais à l'extérieur. Donc, c'était un type qui était bronzé, musclé, chauve, avec des cheveux légèrement blancs, enfin le peu de cheveux qu'on voyait. Il était chauve, mais pas chauve lisse. Et la première impression que j'ai eue, c'est qu'est-ce que ce type est détendu, qu'est-ce qu'il est cool. Mais cool, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas la moindre once de stress. Il n'avait aucun rendez-vous, aucun moment. Il n'était pas pressé par le temps. Il ne devait des comptes à personne. Et il avait juste pris un temps pour lui pour faire rebondir ses galets dans l'océan. Donc ça, c'est la première impression que j'ai eue. La deuxième, et en même temps, je me percevais moi-même, je me disais, jamais je n'arriverai à être aussi détendu que ce type. Et je ne savais même pas qu'on pouvait être à ce point détendu. Dans l'état Atonote, je dis, tant que l'homme sera mortel, il ne pourra pas être vraiment décontracté. C'est une phrase de Woody Allen. Je crois que ce qui nous empêche d'être décontracté, c'est le fait qu'on sait tous qu'on va mourir. Et ça nous fait chier. Et lui, il n'avait rien à foutre. C'est-à-dire, il se disait, je vis,
j'ai vu cet instant, point barre. Et cette pensée est la première pensée hyper exotique que j'ai perçue chez ce monsieur qui est, on va dire, qui était quelqu'un qui avait développé une forme de sagesse bien plus avancée que la mienne. Et vous avez pu dater ce... Après, parce que sur le coup, on a des impressions comme si vous... Imaginez que vous rentrez dans un film, vous avez pas, on vous dit pas quel endroit c'est, quelle date c'est, vous êtes dans le film, quoi. Et après, la deuxième information que j'ai eue, c'est qu'il avait 821 ans. Et ça, je me suis dit, oula, ça veut dire que c'est vraiment un rêve non réaliste. La troisième info, il m'a dit, fais un saut pour te retrouver dans ton occupation. Et je me suis retrouvé en train de soigner des gens avec les mains. Et je voyais bien les gestes comment il faisait. C'est-à-dire que la personne était posée et puis il envoyait de l'énergie avec les mains. Et ça faisait comme des lignes blanches et rouges. Et il débloquait les zones où il y avait des nœuds. Et là, il s'occupait d'un type un peu gros. Et il lui a dit, votre problème n'est pas un problème énergétique, d'énergie. C'est un problème de constipation. Il faut que vous buviez plus d'eau. Et ça avait donné une idée au type qui, du coup, s'est dit peut-être qu'en fait, il faudrait appliquer cette règle aussi pour la ville parce que tout le monde se plaint des ordures dans les rues et il faudrait créer le tout à l'égout. Enfin, il appelait pas ça le tout à l'égout, mais des tuyaux, comme des intestins qui passent en dessous, dans lequel de l'eau circule pour évacuer les ordures. Et voilà, ça c'est le premier rendez-vous. Après, il m'a dit, maintenant, le moment où vous avez rencontré votre histoire d'amour, et je me suis retrouvé dans une sorte de, le terme n'est pas bon, mais cabaret, dans lequel il y avait une jeune femme qui dansait sur scène. Et à la fin, elle est venue vers moi, elle m'a dit qu'elle voulait que je lui apprenne comment on soigne. Et je lui ai dit OK. Et dans ma tête, je savais que c'était une petite jeunette de 280 ans. Et mais tout était x10. Donc, par la suite, j'ai compris, par rapport aux arbres, que le type était 10 fois plus grand, donc il vivait 10 fois plus longtemps. Et tout doit être multiplié par 10 pour comprendre ce qui se passait là-bas. Et quand on vit 281 ans, on a une sorte de recul sur tout. C'est en gros, rien n'est grave. Et on est cool. Ce qui fait qu'on est tout le temps un peu stress, c'est que, en fait, on vit pas assez longtemps pour pouvoir piger les choses. On est tous des prématurés, on meurt de manière prématurée. J'espère vivre très longtemps pour pouvoir avoir du recul et bien replacer les choses. Et cette vie s'est terminée, vous avez pu voir le terme de cette vie? Oui. Ah oui. Alors, parce que chaque fois je faisais des sauts, avec cette dame, j'ai eu 3 enfants. Ensuite, j'ai fait un saut et on s'est retrouvés, on savait qu'il allait y avoir une grande vague qui allait submerger notre île, parce que c'était une île. Et on s'est retrouvés il y avait 3 choix, soit partir dans la montagne, parce qu'il y avait une sorte de volcan, soit essayer de partir en bateau, soit rester sur la plage et accepter de mourir. Et ma compagne et moi, on a fait ce choix. Donc je me rappelle, il y avait beaucoup de monde sur la plage, tous ceux qui ont fait ce choix-là. Et on a attendu, on se tenait par la main, on était assis en lotus, enfin en tailleur. Et tout d'un coup, il y a eu un grand silence et un courant d'air. Et on a vu cette énorme vague arriver. Et au moment où la vague est arrivée, il y a un détail qui m'a surpris, c'est qu'il y avait des mouettes au sommet de la vague. Et je me disais, bon, c'est une vague qui venait pour nous détruire, et tout submergé, c'est un tsunami. Et je regardais ces mouettes et je me disais, qu'est-ce qu'elles foutent? Bon, la vague est arrivée, après j'étais comme dans une machine à laver, noyé, et puis j'ai laissé l'eau rentrer dans mes poumons, je me disais, ça s'arrête là. Et j'ai quitté la main de ma compagne. Après, je suis allé demander à des gens qui connaissaient un peu l'océan, je leur ai dit, pourquoi il y avait des mouettes au sommet de la vague? Ils m'ont dit, parce que les poissons ont dû être aspirés, et ils arrivaient un peu assommés, ils étaient projetés en l'air. Pour les mouettes, il suffisait de les intercepter en vol. C'est un beau symbole de vie, renaissance en fait. La mort de quelqu'un peut apporter aussi la vie à quelqu'un d'autre. Oui, pas mal, c'est vrai. Mais il y avait un truc bizarre que j'ai dans cette vie. C'est au moment où normalement je devrais être énervé et m'affoler, il y a une sorte de blocage. Et je suis juste en train de regarder ça comme si ça arrivait à quelqu'un d'autre. Ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie, et ce qui fait que je suis potentiellement un type dangereux. Je vais vous expliquer, s'il arrive à un endroit où on doit paniquer ou s'énerver, je m'énerve pas et je vais probablement ne rien faire.
Je suis pas capable, comme ces gens qui s'énervent, qui tout d'un coup jettent des assiettes, hurlent, tout ça, qui sont finalement des réflexes de survie de l'homme des cavernes. Je n'ai pas ce réflexe. Pour moi, bon, il m'est arrivé, ce que je raconte dans Mémoire d'une fourmi, de me retrouver à 13 ans braqué par un type avec un revolver. Je n'ai ni eu peur, ni je me suis pas énervé. Je me suis juste dit, j'attends la balle, parce que si mon destin est que ça arrive maintenant, c'est maintenant. Et du coup, c'est pour ça que je dis que je suis dangereux. Si on doit faire un groupe de résistance par rapport à une invasion quelconque, je ne panique pas et je m'énerve pas. Et je continue de réfléchir de manière tranquille, ce qui peut être dangereux. Parce qu'à un moment, il faut paniquer. Oui, c'est sûr. Mais en même temps, peut-être que c'est parce que vous avez une forme de conscience de cette immortalité de l'âme et que peut-être que cette vie-là s'éteindra, mais qu'il y en a peut-être une autre après. C'est gentil de positiver là-dessus. Par moment, je me dis, c'est comme un bug. Il y a, vous savez, normalement, on a, dans le cerveau, ça a passionné ce truc, on a des amygdales, c'est-à-dire si, par exemple, un ours surgit dans la forêt, vous avez un système qui fait que vous avez une accélération cardiaque pour fuir ou pour vous battre. Et moi, je crois que je n'ai pas ce système. Vous êtes de ceux qui se figent, alors? La troisième option. C'est même pas se fiche. Je sors carrément de mon corps et je considère que j'y suis plus là-dedans. Donc, ce qui arrive au type en bas, là, Bernard Werber, je regarde ça en me disant, oh là là, oh le pauvre, oh, il est mal barré, là. Mais je ne suis plus dedans. En fait, oui, j'ai mon âme qui s'en va dès qu'il y a des problèmes. Bernard Werber nous a invités à faire danser nos âmes à la croisée des temps. Libre à nous d'approfondir l'expérience en allant vivre son spectacle Voyage intérieur, pourquoi pas à l'Olympia le 23 octobre 2024. Thérapeute transpersonnelle, praticienne en psychoénergie formée à l'hypnose ericksonienne, Martine Struzik se passionne pour les dimensions invisibles de la conscience, auxquelles elle vient de consacrer un ouvrage collectif en codirection avec Evelyne Joss. Elle nous ouvre à la psychologie des émotions, teintée par la résonance de nos possibles réincarnations et vies antérieures. En prenant cette métaposition qui fait qu'on regarde notre vie actuelle avec ce regard aussi peut-être d'un vécu antérieur, comment réintégrer les choses et en faire un matériau riche pour évoluer, se déployer et peut-être aussi se nettoyer de certains vécus antérieurs qui viennent peut-être mettre des scories sur qui on est aujourd'hui. Mais c'est pour ça que je parlais de superposition en fait. Et je vais même peut-être faire une petite parenthèse parce qu'on pourrait même dire que toutes les vies se vivent en même temps. Ça dépend un peu comment la personne perçoit son vécu. Mais après, pourquoi pas voir un peu la notion de multivers, par exemple, et que tout se passe en même temps et que ça amène du sens dans le vécu de la personne. Alors, effectivement, qu'est-ce qui se passe dans la vie aujourd'hui que cette vie-là, où il se passe quelque chose de précis, quel est le lien entre les deux? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, grâce à ce qui est découvert dans une vie antérieure, est-ce qu'on peut amener cet élément dans la vie d'aujourd'hui, voir, c'est pour ça que je parlais de sens dans la vie d'aujourd'hui, c'est quel sens ça prend par rapport à mes blocages, quel sens ça prend par rapport à mes difficultés de déploiement dans ma vie, quel sens ça prend par rapport à mon choix spirituel, par exemple, quel sens ça prend par rapport à ma manière d'être au monde, dans le monde, etc. C'est ça. Et on l'a vu par rapport aux recherches de Ian Stevenson, qui a beaucoup travaillé sur ces scénarios de vie antérieure. Parfois, de très jeunes enfants peuvent avoir des remontées émotionnelles ou des cauchemars qui sont imprégnés par en tout cas, des scénarios qui n'ont pas vécu. Est-ce que ça vous arrive d'accompagner des enfants dans ce cas-là? Et comment parle, que ce soit des enfants là ou des adultes, la voix des rêves? Est-ce que nos rêves peuvent nous projeter dans un scénario d'une vie antérieure, ou est-ce qu'on est tout à fait sur un autre registre? Alors, je n'accompagne pas des enfants, donc je n'ai pas cette expérience-là. Je ne pourrais pas vous en dire plus. Par rapport aux adultes et les rêves, moi, je m'intéresse beaucoup aux rêves, et de plus en plus, je ne suis pas une grande spécialiste, évidemment, de l'analyse des rêves, mais ça m'intéresse de plus en plus parce que, effectivement, c'est un produit de notre inconscient. Et si dans ce rêve, il y a en plus
un scénario qui vient d'une autre époque, par exemple, passé au futur d'ailleurs. Hein. On pourrait aussi parler de vie future. Hein. Si on parle de vie antérieure, pourquoi pas parler de vie future? Mais évidemment, tous les éléments du rêve vont être pris en compte et on pourrait regarder le sens que ça a. Qu'est-ce que l'inconscient vient nous dire, que ce soit par rapport à une vie antérieure ou une vie passée, mais pourquoi l'inconscient utilise-t-il un scénario avec un décor qui viendrait d'une autre époque. Après, il y a moyen de le lire de deux façons. Soit je prends la grille des vies antérieures et on s'oriente vers ça. Soit on dit tous les éléments, c'est-à-dire l'époque a du sens, les personnages ont du sens aussi. Est-ce que c'est des archétypes? Quelle est la symbolique du décor? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le mouvement? Quelles sont les forces en opposition dans le rêve? Et on peut tout à fait soit aller dans la direction de vie antérieure, soit le prendre comme tel, comme un rêve qui ne parle que de cette vie-ci. Et ça va aussi dépendre de la personne qui est en face de moi. C'est-à-dire, je ne vais pas lui imposer quelque chose en lui disant, vous savez, ça, c'est une vie antérieure. Ah non, par contre, ça, c'est votre rêve. Donc, c'est pour ça que je dis que je ne fais pas des séances uniques. C'est parce qu'il y a d'abord quelque chose qui a été travaillé ensemble, il y a le lien de confiance qui s'est installé, et aussi, je connais une partie de l'histoire, en fait, ce que la personne a bien voulu me transmettre durant des séances précédentes. Et alors, à partir de ses croyances, de sa sensibilité, on peut effectivement choisir une orientation ou une autre. Mais si la personne n'est pas du tout branchée sur les vies antérieures, je ne vais pas lui dire que c'est une vie antérieure et essayer de la pousser dans cette direction-là parce que ça n'aurait aucun sens, en fait. Surtout pour elle. Oui, surtout pour elle, même pour moi. Mais enfin, je veux dire, pour m'amuser, je pourrais faire ça. Mais comme je ne suis pas là pour m'amuser en thérapie, je veux dire, voilà, je pense qu'il faut vraiment tenir compte de la personne en face et ne pas la brusquer dans ses croyances, ni lui imposer un scénario ou un autre. Justement, j'avais une question sur quels sont les garde-fous aussi à mettre en place par rapport à de l'hypnose régressive ou à des thérapies qui proposent des régressions, parce que voilà, ça peut être aussi, ça peut ouvrir certaines brèches et si ce n'est pas bien accompagné, vous, en tant que thérapeute, quels seraient les garde-fous que vous metteriez? Alors, par exemple, en hypnose, une régression en hypnose, si une vie antérieure surgit, je ne l'ai pas décidé. Donc, il va falloir faire avec ce qui surgit. Mais ça pourrait être un trauma, ça pourrait être tout à fait autre chose qui est difficile à traverser. Et effectivement, le plus important, je pense que c'est la confiance qui existe, qui s'installe entre le thérapeute et le patient. Parce que ça permet effectivement d'aller toucher des choses qui sont peut-être difficiles, inattendues, parfois oubliées. Et donc, il faut pouvoir que la personne sente qu'elle est vraiment en confiance pour aller toucher ça. Et s'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, si on voit que c'est trop fragile, on peut aussi ramener la personne, peut-être lui faire frôler, mais la ramener aussi peut-être hors de cette expérience en lui proposant de revoir ça une prochaine fois. C'est-à-dire qu'il puisse avoir, entre deux séances, par exemple, un moment où on va regarder ensemble ce qui s'est passé, ce qui lui a peut-être fait peur, ce qui n'a pas trop envie d'y aller, etc. C'est inutile d'aller forcer les choses. On a tout son temps, en réalité, en thérapie, même si tout le monde veut aller très vite, évidemment, parce qu'on voudrait que ça se règle assez rapidement. Mais moi, la notion de temps est importante en thérapie, c'est-à-dire on a le temps, parce qu'en prenant le temps, effectivement, on va pouvoir peut-être même aller plus vite. En réalité, que vouloir aller plus vite et se trouver face à des résistances. Évidemment, il ne s'agit pas de créer un trauma sur un trauma. Et donc, les garde-fous, c'est la capacité aussi du thérapeute, sa formation, sa capacité de pouvoir accueillir et tout ce qui va émerger, parce qu'on ne peut pas le savoir à l'avance. En fait, on peut se dire qu'on va travailler uniquement ça, puis c'est autre chose qui se passe. Et effectivement, le danger, ça peut être le manque de formation. C'est-à-dire, c'est tellement facile de faire une régression. Vous savez, l'hypnose, c'est hyper facile. Il n'y a rien de très compliqué en hypnose. Bon, il faut un peu étudier, peut-être 2-3 techniques, mais c'est assez facile. Mais ce qui est difficile, c'est accompagner ce qui va émerger. Ce n'est pas tellement emmener la personne, même dans une vie intérieure, ce n'est pas compliqué en réalité. Vous pouvez lire un livre et puis vous lancez. Mais ce qui va émerger doit être accompagné de manière très sécure, très professionnelle. Il faut avoir les outils pour ça. Donc, je pense que la formation du thérapeute est hyper importante et il ne faut pas se lancer comme ça
dans des aventures. Voilà. Bon, comme tous les états modifiés de conscience, hein, c'est pareil. Oui, parce que la clé, quand même, après, c'est de pouvoir métaboliser ce qui aurait été trouvé, c'est-à-dire pouvoir l'intégrer et peut-être, comme vous le disiez, y mettre du sens. Mmh. Oui, c'est important. On ne peut pas vivre une expérience de ce type-là juste pour l'expérience. C'est-à-dire, c'est pas récréatif, c'est pas juste une expérience cool à vivre. Parce que parfois, ça peut être des étapes très importantes dans le développement de la personne. Et dans la façon de peut-être intégrer, justement, c'est ce qui aura été découvert ou mis à jour par le travail en hypnose ou par votre accompagnement, quelle est l'étape d'après pour peut-être rescénariser ou intégrer? Comment faites-vous après? Alors, je n'ai pas juste un mode d'emploi aussi précis, c'est-à-dire que ça dépend, il y a pas mal de paramètres, il y a qui est l'autre en face de moi, là où on en est dans le processus, c'est-à-dire là, il faut aussi pouvoir sentir qu'est-ce que la personne est prête à entendre aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'elle sera jamais prête à l'entendre, ou à le vivre, ou à le regarder, ou à être confrontée, mais où en est-elle dans son processus? Où en est-elle aussi même dans le développement de sa propre conscience, enfin la conscience de son histoire personnelle. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent aller assez vite dans le processus, prêtes à regarder l'expérience, et puis même prendre sa propre responsabilité par rapport à ce qu'elle vit aujourd'hui, les émotions qu'elle vit aujourd'hui, par rapport à un passé, antérieur ou pas d'ailleurs, hein, et puis d'autres ne sont pas prêts du tout, donc ça demande un autre type d'intégration après, mais il y a une intégration quand même, ne fût-ce que pour regarder, en parler, essayer de sentir chez l'autre, mais qu'est-ce que ça a créé pour lui, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui d'avoir vécu cette expérience, comment est-ce qu'il le vit au quotidien, est-ce que quelque chose a changé, est-ce que sa curiosité a été titillée ou pas par rapport à certaines choses. Et c'est vrai qu'on peut voir que certaines personnes qui arrivaient, enfin c'est un peu mon histoire d'ailleurs, hein, mais bon, j'étais d'abord comme ça, c'est-à-dire je disais ah non, ça c'est pas pour moi, enfin pas pour moi dans le sens mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi. Et puis on vit des expériences, et c'est les expériences qui viennent valider toutes ces théories qu'on proposait. Moi j'ai eu la chance de faire une formation où c'était proposé, c'est-à-dire il y avait des modules sur les vies antérieures. C'est ça. Bon, j'avoue quand même que le premier jour j'étais quand même un peu sceptique et je me demandais un peu où j'étais tombée. Mais je me suis dit, je suis là, j'expérimente, on verra bien. Ça faisait pas partie de mon vocabulaire, en fait. Et puis, il y a l'expérience arrive. Et l'expérience, il faut quand même pouvoir la reconnaître à un moment donné. C'est qu'on vit une expérience dans son corps. Donc, on n'est pas... Et justement, comme j'étais un peu en train de freiner... l'expérience était d'autant plus probante pour moi. Donc, à un moment donné, il a fallu changer un peu mon paradigme, en fait, et essayer de regarder la réalité de ces expériences d'une autre manière. Donc, pour les patients en psychothérapie, c'est pareil. À la lumière des approches transpersonnelles, Martine Struzik nous a conviés à trouver le sens et les résonances dans le fil de nos incarnations. Gérard Étienne, comédien, metteur en scène, moine laïque zen, maître Qigong et créateur du théâtre zen, aborde le cycle des renaissances dans le bouddhisme, la notion de karma, l'art et la manière de déployer notre bande passante pour élargir et éveiller notre conscience. Vous partagez qu'on vous a parlé d'une potentielle vie antérieure. Est-ce que vous pensez que dans ces schémas qui se répètent, ils sont gravés depuis la nuit des temps et peut-être depuis plusieurs vies ? Alors, de vie en vie, en principe, on est censé améliorer les conditions. C'est un petit peu ça la base. On est censé améliorer nos conditions de vie et ce que nous sommes profondément. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Et si on regarde où on en est, on peut se demander ce qu'on a fait de cette vie-là et d'où on vient. Voilà. Et le d'où on vient. Et alors, j'ai un petit retour. Parce que les vies antérieures, il y a nos vies antérieures et il y a les vies antérieures du clan. C'est deux choses différentes. Quelle est la différence ? Alors, dans la médecine chinoise, nous avons deux reins. Le rein gauche, c'est la mémoire des ancêtres. Et le rein droit, c'est notre mémoire à nous de vie en vie.
Et nous sommes le mélange des deux. C'est-à-dire que nous sommes la fabrication de vie en vie, voilà, avec la notion du karma qui est une notion indienne, où de vie en vie, on essaye, l'âme essaye de transformer pour être de plus en plus lumineuse, c'est-à-dire de servir de plus en plus l'humanité, c'est ça que ça veut dire. Hein. Et puis, on arrive dans une famille qui a elle-même son karma. Donc, on hérite, on a un héritage en naissant, dont on n'est pas du tout conscient, mais on a l'héritage familial avec les ancêtres, y compris les ancêtres qui ne sont plus de ce monde. On hérite de tout ça. Et dans les ancêtres qui ne sont plus de ce monde, il y a des ancêtres qui sont extrêmement souffrantes. C'est-à-dire, il y a des âmes qui sont extrêmement souffrantes et qui ont un impact sur nous, un impact énergétique sur nous. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont spécialistes de ça, du nettoyage énergétique des ancêtres qui sont dans la souffrance, dans la perversité, dans la noirceur. Il y en a beaucoup. Voilà, donc on hérite de ça. Et ce que j'essaye de dire en ce moment dans mes cours, c'est aussi de prendre conscience que notre état intérieur a un impact sur le monde. C'est-à-dire que si nous sommes lumineux, tranquilles, joyeux, on apporte de la lumière. Et si nous sommes sombres, malades, angoissés, etc., on apporte de l'obscurité. Et dans l'invisible, il y a ces deux énergies. Il y a une énergie de lumière et il y a une énergie de l'obscur. Et ça fait des étincelles. C'est ça. Et cet équilibre entre rein gauche et rein droit, donc entre cette mémoire familiale et nos mémoires de vie passée, comment trouver l'équilibre entre ces deux reins-là, j'allais dire? Alors là, ça serait ce qu'on appelle la vie ou le ciel antérieur, c'est les ancêtres et c'est l'héritage. Et puis, il y a le ciel postérieur dans la tradition de la médecine chinoise. C'est ce qu'on va en faire. Et comment on va développer notre énergie, comment on va s'ouvrir avec toutes les pratiques qu'on peut avoir, avec la nourriture d'abord. Ce qu'on mange, ça nous apporte de l'énergie. Et puis les pratiques comme le qigong, le yoga, le tai chi chuan, la méditation, toutes ces pratiques qui vont nous nourrir et qui vont équilibrer nos deux reins. C'est ça. Et équilibrer, cette loi d'équilibre du dharma, essayer de trouver une forme d'équilibre dans cette incarnation-ci qui relie un peu nos mémoires familiales et nos mémoires passées, personnelles, si je comprends bien. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans la tradition du qigong, par exemple, on dit qu'il y a nettoyé nos tissus jusqu'à la racine. Parce qu'on porte toute une mémoire qui ne nous appartient pas. Et des fois... j'ai vécu ça, mais à la fin d'un cours, par exemple, de sentir qu'il y avait de la colère qui était là, et pourtant je n'étais pas dans un état de colère, mais c'est de la colère qui s'est libérée des tissus. Voilà. Et c'est vraiment un travail de libération, et de maintenant et d'avant. Et c'est ça qui est très intéressant et important de comprendre, c'est que nous ne sommes pas tout seuls. Nous sommes les produits de générations antérieures. Quand on décide de s'incarner dans une famille, on hérite aussi. On a l'héritage des vies antérieures de toute la famille, à la fois un héritage positif, puisque, comme dans ma famille, j'ai hérité de l'énergie, mais aussi, il y a des ancêtres qui ont été très souffrants. Et cette souffrance, elle est inscrite à l'intérieur, pas simplement dans les gènes. Elle est inscrite aussi vibratoirement. Dans nos mémoires cellulaires aussi. Dans nos mémoires cellulaires, oui. Oui. C'est ça. Donc toutes ces pratiques effectivement énergétiques peuvent nous aider à aller vers un soi nettoyé, si je puis dire, et qui soit peut-être plus proche de qui nous sommes vraiment dans cette incarnation-ci en tout cas. Oui, parce que chacun est un joyau. Chacun est une œuvre d'art. C'est-à-dire, si je regarde chaque être humain, je vois vraiment une œuvre d'art. Quand on considère ce que nous sommes objectivement, hein, pas subjectivement, mais objectivement, un corps, mais c'est génial. Et si on regarde dans le plus petit, nous sommes
Comme le disait Hubert Reeves, nous sommes de la poussière d'étoiles. C'est-à-dire nous sommes un ciel d'atomes qui sont en train de vibrer. Nous sommes de la lumière dans l'infiniment petit. Et je trouve que la physique quantique, aujourd'hui, apporte beaucoup d'explications sur toutes ces pratiques très anciennes. Ça donne un éclairage scientifique que je trouve très intéressant. Et vous, sur ce chemin, cette pratique que vous avez de longue date maintenant, où en êtes-vous de cette libération? Est-ce que vous avez l'impression d'arriver à votre essence, ou est-ce qu'il y a encore du chemin devant vous pour y arriver? Je crois qu'il y a encore un peu de chemin devant moi. Oui, mais oui, on est toujours au pied de la montagne. Mais c'est important aussi de considérer le chemin parcouru. Ça, c'est très important. Et quel est ce chemin parcouru pour vous? Bonne question. Quel est le chemin parcouru? C'est de sentir petit à petit qu'il y a une conscience qui s'est mise en place en moi. Avec des années de travail du corps, de travail des textes aussi. Je dirais ça, c'est de la conscience. Et je pense que c'est à la fois au niveau énergétique, mais aussi au niveau théâtral. J'ai eu un maître de théâtre qui s'appelait Andreas Voudzinas, et il a écrit il a participé à un livre d'entretien. Et ce livre, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, alors que je l'avais depuis très longtemps dans ma bibliothèque. Et le mot qui revenait le plus souvent, et ça m'a vraiment étonné, c'était le mot conscience. Je crois que ça, c'est vraiment fondamental pour soi-même, d'avoir l'impression qu'il y a quelque chose en nous qui est plus conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on est, de ce qu'on dit, de notre rapport aux autres. Plus conscient de ce que nous, en tout cas, de notre chemin, de savoir où on va, de comprendre qu'on est en train d'avancer et que ça nous aide déjà pour nous-mêmes, et éventuellement ça peut aider les autres aussi à avancer. C'est-à-dire que l'expérience de vie consciente peut aider les autres à avancer. C'est ça. Et est-ce que ce serait pas ça aussi notre mission d'incarnation, au-delà du jeu d'acteur, d'être pleinement acteur de notre vie, en ayant pleinement conscience de qui nous sommes, mais peut-être connecté à une plus grande conscience que nous? Oui, complètement. Complètement, c'est ça. C'est d'abord s'apercevoir qu'on n'est pas grand-chose, voilà, et qu'on ne sait pas grand-chose. Et malgré tout, d'avancer et de se laisser traverser par plus grand que nous. Si nous avons une âme, c'est cette énergie très subtile qui est en contact avec beaucoup plus grand, et de se laisser nourrir. Et de se laisser nourrir, donc si on arrive à desserrer la bande passante, on est plus sensible et plus réceptif, et on peut écouter davantage ce qui nous est dit. Voilà, ça me paraît, en ce qui me concerne, je vois que j'ai avancé dans cette direction-là. Avec Gérard Etienne, du théâtre zen aux arts énergétiques, en passant par la pratique de la méditation ou le jeu d'acteur, nous sommes partis à la découverte de terres inconnues pour mettre à jour nos terres intérieures. Fermeriez-vous un très bon livre sans l'avoir terminé? Sachez que vous n'avez écouté qu'un tiers du podcast intégral. Si cette thématique vous plaît, suivez votre petite voix intérieure et abonnez-vous à Inexploré Digital pour découvrir l'intégralité de ce podcast sans aucune publicité. Et des milliers d'autres ressources, articles, dossiers, magazines et podcasts sur notre site ou notre application. Voyagez ainsi à la croisée des mondes, entre science et spiritualité, entre visible et invisible. On vous attend sur inexploré.com.